L'Afrique ne serait pas faite pour la démocratie. Faudrait-il une démocratie adaptée aux valeurs africaines? Existe-t-il des bons dictateurs? Dans son essai « L'Afrique contre la démocratie, mythe, déni et péril », publié aux éditions Rive-Neuve, le journaliste Ousmane Ndiaye déconstruit et revisite ses idées, tout en remettant la crise démocratique en Afrique aujourd'hui dans son contexte historique. Bonjour et bienvenue dans l'État Afrique. Bonjour Ousmane Ndiaye. Bonjour. Alors, merci d'être venu aujourd'hui. Merci. Vous avez été rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Aujourd'hui, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste des questions sur l'actualité africaine. L'Afrique contre la démocratie est votre premier essai. Pourquoi vous avez choisi de créer ce livre? Alors, ça procède d'abord d'une réflexion personnelle. Pendant les 2 dernières décennies, j'ai été journaliste en Afrique. J'ai couvert une bonne partie des changements, des désordres du continent. Et qu'à un moment donné, j'arrivais à une phase où j'avais besoin d'avoir de la compréhension, d'avoir une perspective sur le temps long, parce que je me rendais compte que les grilles d'analyse n'étaient pas toujours les bonnes, que les grilles ont évolué, que la situation devenait de plus en plus complexe, que le langage n'était plus un langage commun. Et donc, en faisant ce travail de déconstruction de mes propres grilles de lecture, de remise en perspective de l'actualité, dans une certaine historicité, ce travail-là, je le faisais jusqu'à ce qu'à un moment donné, on me dit « Tiens, ça va être intéressant d'en faire un livre ». Et c'est comme ça que le directeur de la collection, Souleymane Gassama d'IELGAS, m'a proposé d'en faire un essai dans le cadre de la collection qui s'appelle Pépites jaunes, et je l'ai écrit très rapidement d'ailleurs. Votre livre se situe notamment dans un contexte mondial du recul démocratique. Alors encore très récemment, un pays en Afrique, le Madagascar, a basculé en coup d'État. Mais d'où vient ce mythe? C'est le premier mythe que vous attaquez dans votre livre. L'Afrique ne sera pas faite pour la démocratie. Je pense qu'il y a un ensemble de mythes qui, à force d'être répétés, d'être dits, deviennent des sortes de vérités sans qu'on ne sache exactement quelle est l'historicité, quelle est la véracité, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que dans la continuité des transitions démocratiques, on a tellement détourné, confisquer les aspirations démocratiques souvent en Afrique pour en faire autre chose, qu'il y a une forme de fatigue démocratique, il y a une forme de désillusion, de désenchantement démocratique. Et en fait, j'ai l'habitude de dire que cette colère-là, ce rejet de la démocratie se trompe de cible. En fait, il ne faut pas être en colère, ou en tout cas être remonté contre la démocratie, il faut être remonté contre les détourneurs de la démocratie. Le problème en Afrique, c'est les détourneurs de la démocratie. Il y a eu les conférences nationales dans les années 90, les gens, les peuples, les étudiants, les syndicats, les religieux se sont battus, risquaient leur vie pour faire sortir beaucoup de pays du parti unique, faire bouger les lignes, mais les conférences nationales ont été captées par les pouvoirs issus des indépendances qui ont utilisé les conférences nationales pour se relégitimer. Et donc, première confiscation. Et puis, 10 ans plus tard, la vague, ou 20 ans plus tard, la vague de ce qu'on appelait en Tunisie, par exemple, le printemps arabe, entre guillemets, les mouvements citoyens au Burkina Faso, au Sénégal, etc., etc. Tous ces mouvements ont accouché de régimes moins démocratiques, au fond, qui n'ont pas parachevé les processus démocratiques et qui ont mis en place des démocraties, bon, je ne les appelle même pas des démocraties, moi je les appelle des fictions démocratiques, parce qu'on met en place de la procédure, des textes, mais au final, l'esprit de la démocratie est détourné. La légalité, les textes, l'état légal n'est qu'un outil pour contourner la démocratie. On le voit, hein, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara fait un 3e mandat, malgré la réforme constitutionnelle qui avait pour objet qu'un chef d'État ne puisse
plus faire 3 mandats. Mais légalement, on a détourné l'esprit de la Constitution, faire un 3e mandat. Et c'est un peu partout pareil, en Centrafrique, le débat s'est posé au Sénégal, au Tchad, ça vient d'être fait. Et c'est ce coup d'État-là contre les peuples qu'est née cette désillusion contre la démocratie. Quand je dis l'Afrique contre la démocratie, parce qu'on m'a beaucoup reproché ce titre, je parle de cette Afrique-là. Cette Afrique-là, des élites, des militaires, des régimes qui utilisent les constitutions pour empêcher la démocratie, pour empêcher que le peuple choisisse. Et qu'au fond, je pense que c'est un élément central, pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes, il faut que les populations aient leur mot à dire. Il y a aussi, vous soulignez dans votre livre, il y a aussi un problème avec la définition aujourd'hui de la démocratie en Afrique qui veut dire la démocratie égale l'Occident. En fait, il y a beaucoup de confusion. En fait, ce livre aussi, c'est pour repenser les termes du débat. Il y a une confusion qui est regrettable, évidemment, en Afrique, surtout dans l'espace francophone. Quand on dit démocratie, on parle d'Occident. Or, quand on regarde l'histoire de façon rigoureuse, de façon profonde, au-delà de la période coloniale, on se rend compte qu'en Afrique, il y avait des formes démocratiques. Il y avait même des expériences de république où les chefs étaient élus, où il y avait un parlement, il y avait de la consultation. Donc, réduire la question démocratique essentiellement à la question du modèle occidental, c'est ignorer une grande partie de l'histoire de l'Afrique. Et aujourd'hui, dans une sorte de confusion, de mélange, on assimile démocratie Occident, démocratie impérialisme, etc., etc. Non pas que je conteste le fait que la question démocratique a été instrumentalisée par l'impérialisme, bien sûr. Même en Occident, la question démocratique est instrumentalisée. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a instrumentalisée qu'il faut la rejeter en bloc. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, sans avoir le fétichisme de la démocratie, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité la démocratie. C'est juste un moyen qui permet à la population, qui permet dans une société donnée que les projets compétissent et que les populations choisissent le projet qui leur convienne le mieux majoritairement. Donc il ne faut pas avoir de fétichisme de la démocratie. La démocratie n'apporte pas le développement, par exemple. On reproche beaucoup en Afrique, oui, le développement, la démocratie n'a pas apporté le développement. La dictature non plus. Parce qu'en Afrique, la réalité, en tout cas de la plupart des pays, notamment de l'espace francophone, c'est qu'il y a la non-démocratie ou des dictatures. C'est ça la règle. Et la démocratie, l'exception. Par contre, ce qu'on peut dire et constater, les pays qui ont mis en place de vrais systèmes démocratiques, ce n'est pas un hasard, c'est les pays qui s'en sortent le mieux du point de vue économique et social. Là, je vais parler du Sénégal, parce que vous démontrez le Sénégal un peu comme un pays qui a réussi en termes de valeurs démocratiques. C'est un pays où on peut librement s'exprimer. Il y avait le PASTEF qui est en pouvoir aujourd'hui, pardon. Donc pour vous, est-ce que le Sénégal est un modèle que peuvent suivre les autres pays africains? Et comment vous situez le Sénégal? Non, pour moi, dans cet espace-pas, si on doit aller chercher un modèle, je n'irai pas chercher le Sénégal. J'irai chercher plutôt le Cap-Vert, comme je parle dans mon livre. Le Cap-Vert qui est un pays qui fait moins de bruit, mais quand même, le Cap-Vert est l'un des rares pays au monde où il y a eu une élection, je crois que c'était l'élection de Pedro Pires. Au deuxième tour, le président a été élu avec 11 voix de différence. 11 voix seulement, 11 Cap-Verdiens de plus. Il n'y a pas eu de crise post-électorale. Il n'y a pas eu de violence, etc. Et que le Cap-Vert continue son petit bonhomme de chemin. Le pays réussit à avoir un système éducatif qui est l'un des plus performants d'Afrique, qui fait des résultats économiques intéressants. Je pense qu'il faut sortir de certains espaces. On a trop tendance à ressasser tout le temps le Sénégal comme un modèle, mais je pense que les modèles sont plutôt ailleurs. Un pays comme Maurice, et du point de vue démocratique, a non seulement un système électoral robuste, mais les alternances se succèdent. C'est même plus un problème. Alors qu'au Sénégal, c'est moins évident. Pour qu'il y ait l'alternance politique, la dernière, il a fallu avoir des émeutes, 80 morts, etc., etc., une crise politique. C'était la même chose aussi du temps de Wade. Alors qu'un pays comme le Cap-Vert ou l'île Maurice, ils ont dépassé ce cap-là. Ils sont capables d'avoir des alternances sans violence politique, sans crise politique majeure. Et je trouve que c'est des pays dont on ne parle pas beaucoup,
mais qui sont très intéressants. Je peux aussi citer le Botswana, qui est un pays dont malheureusement en Afrique francophone, on ne fait pas beaucoup cas, et qui est intéressant du point de vue de la trajectoire démocratique. Vous soulignez le paradoxe aujourd'hui, les principaux acteurs des régimes autocratiques sont des personnes qui se revendiquent panafricanisme. Le panafricanisme, dans son idéal et humaniste, il y a des valeurs démocratiques dedans, à cette conception. Comment ce concept a-t-il été réapproprié pour délégitimiser la démocratie sur le continent? En fait, c'est un paradoxe, c'est-à-dire il y a un détournement du panafricanisme qui, par essence, est né, le panafricanisme est né en réaction, notamment dans les diasporas, comme une aspiration à la liberté, aux droits, notamment les droits civiques plus tard. Donc le panafricanisme est par essence démocratique. Et je pense qu'un des gros problèmes du panafricanisme en Afrique depuis les années 60, le panafricanisme a rompu avec son idéal démocratique. Et ce n'est pas aujourd'hui, on parle beaucoup des panafricanistes ou les néo-panafricanistes d'aujourd'hui qui soutiennent des dictatures, d'où ce paradoxe, mais quand vous prenez l'historicité du panafricanisme dans ses tentatives de mise en œuvre, ils ont toujours péché, ces tentatives, par absence de démocratie. Prenez l'exemple de Sékou Touré, qui a porté un projet politique panafricaniste. Il devient une dictature. Et je pense qu'il échoue aussi parce qu'il y a cette forme politique, il y a cette dictature qui se met en place, qui est horrible. On ne peut pas dire qu'il échoue juste parce qu'il y a eu l'impérialisme. Même chose pour Thomas Sankara, même chose pour Kwame Nkrumah. Je pense qu'un des angles morts du panafricanisme, dans la réflexion critique qu'on doit avoir sur le panafricanisme, c'est de renouer avec son sens et son essence démocratique. Malheureusement, on est toujours dans cette continuité. Quand vous voyez le discours néo-panafricain d'Ibrahim Traoré, d'Assimi Goïta, etc., premièrement, c'est un discours, d'abord et avant tout, et que ce discours est en contradiction avec les valeurs démocratiques du panafricanisme. Je rappelle toujours que la souveraineté, on ne peut pas être souverain contre son peuple. On ne peut pas être souverainiste si on n'a pas l'onction, ou en tout cas la légitimité de son peuple. La souveraineté émane du peuple. Et donc, il y a une contradiction à se dire souverainiste et créer toutes les conditions pour que le peuple ne puisse pas s'exprimer. Ce n'est pas défendable, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Si, comme on le dit souvent qu'ils ont le soutien de leur peuple, on n'a qu'à ne pas dissoudre les partis politiques, laisser s'exprimer les médias et puis faire des élections. Dernière question. Vous êtes journaliste, vous avez 20 ans d'expérience sur le terrain africain. Dans ce contexte de recul démocratique, quelle est votre appréciation pour l'état du droit des journalistes en Afrique aujourd'hui? En fait, quand il y a recul démocratique, il y a recul du droit des journalistes. C'est catastrophique. On le voit, par exemple, dans les pays dits de l'AES. Tous les journalistes critiques soit ils disparaissent, soit on les envoie au front, et qu'il y a un péril. Mon livre est sous-titré « Mythe, déni et péril ». En fait, pour moi, tout ce processus-là du mythe, du déni, aboutit à ça. Il y a un péril extrêmement important sur les libertés publiques, donc sur les journalistes, sur les médias. Et ce n'est pas qu'un débat d'intellectuels quand je parle de péril. Le péril, ça veut dire que des gens sont menacés, emprisonnés, assassinés, enlevés, juste pour ce qu'ils pensent ou ce qu'ils écrivent. Et c'est une sorte de régression historique sans précédent. Et il faut toujours le dire et le rappeler parce que j'entends d'ici tous ces discours qui nous disent « Oui, mais on a besoin de régimes forts, de dictatures pour mettre l'ordre. » Mais en Afrique, la dictature, les régimes forts, le non-droit depuis l'indépendance a été presque souvent, bien trop souvent la règle. Et ça n'a pas apporté ni le développement, ni l'instruction, ni les hôpitaux. Et que c'est terrible qu'on ne tire pas les leçons de l'histoire. Merci beaucoup, Ousmane Ndiaye, d'être venu aujourd'hui pour parler de votre essai « L'Afrique contre la démocratie, mythe, déni et péril », publié aux éditions Rive Neuve. Et merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.